tous, voici le résumé complet de cette première journée et demie de Jeux paralympiques avec une première médaille d'or pour l'équipe de France et donc un invité de prestige, c'est Charles Rozoy, donc vainqueur du 100 mètres papillon. On a tendance à dire, Charles, que vous êtes le roi du pape, pour le coup c'est réussi. Hein. Oui, bah c'est le sommet de l'événement. Voilà, c'est fantastique d'avoir une médaille d'or. C'est le rêve de tous les sportifs, je pense, aujourd'hui qui se réalise. Donc voilà. Voilà, on va parler un peu de votre histoire tout à l'heure, mais tout d'abord, je pense qu'on va commencer par le début. Et le début, c'est Alex Boyon qui s'énervait dans la cabine commentateur. Vous êtes au départ, plot numéro 4. La finale du 100 mètres papillon, donc, avec Charles Rozoy, ligne d'eau numéro 4, le nageur de Dijon qui, ce matin, a battu son record de France, mais surtout le record d'Europe. Une 1-18 pour Charles Rozoy, accidenté il y a 8 ans, juste avant les Jeux de Pékin. Il aura fort à faire, le voici Charles de dos avec de part et d'autre, eh bien l'armada chinoise avec notamment ligne d'eau numéro 3, Wei, le vice-champion paralympique, et puis bien sûr Fraser, le britannique, ligne d'eau numéro 1 avec à ses côtés Tarasov, le jeune russe qui est parti sur des bases extrêmement rapides ce matin. La course d'une vie peut-être, 25 ans seulement, Charles Rozoy, ligne d'eau numéro 4, bonnet bleu et blanc. Départ pas extraordinaire ce matin lors des séries, il peut gagner encore quelques centièmes, il peut surtout aller chercher le Graal. C'est sans doute la course d'une vie. Allez, c'est parti avec le bon jaillissement de Charles Rozoy, ligne d'eau numéro 4 qui sort en tête tout de suite avec à ses côtés Song, le chinois, également le gros départ, ligne d'eau numéro 2 avec son bonnet blanc tout en haut de votre écran de Tarasov, le russe. Tarasov qui accélère maintenant, Charles Rozoy qui est ici en gros plan et qui va virer sans doute en deuxième position. On est parti sur des bases extrêmement rapides par rapport à ce matin avec le russe qui est en tête, mais c'est au virage sur la deuxième longueur que Charles Rozoy, deuxième pour l'instant, avait fait le travail ce matin. Charles Rozoy qui sort en deuxième position avec également le retour, ligne d'eau numéro 3 de Wei, le vice-champion paralympique en titre. Charles Rozoy qui tente de revenir maintenant, il reste 25 mètres, une demi-longueur, moins d'une demi-longueur pour revenir, et Charles Rozoy, le Dijonnais, 25 ans, qui va aller chercher, qui va aller s'offrir son premier titre paralympique. Charles Rozoy, Mr Butterfly, et sous vos yeux, Charles Rozoy qui s'impose dans un chrono qui importe peu à l'arrivée. Une 1-24, mais surtout le titre de champion paralympique pour Charles Rozoy, roi du monde ce soir, le premier titre également pour la France. Il a nagé tout près de son record de France, mais l'important n'était pas là. Il fallait s'imposer ce soir, et le Dijonnais l'a fait devant le vice-champion paralympique Wei qui une nouvelle fois prend la deuxième place, troisième place pour Song et Wang. Les Chinois étaient là, mais l'empereur du milieu à la ligne d'eau numéro 4 s'appelle Charles Rozoy. Exploit colossal pour le nageur français. Charles Rozoy qui vraiment nous a offert une course superbe, un petit peu perturbé sans doute par le départ extrêmement rapide du jeune Tarasov, ligne d'eau numéro 2 qui a avalé la première longueur en un petit peu plus de 28 secondes. Mais regardez derrière Charles qui a fait le travail, et au virage sur cette poussée, eh bien il a fait la différence, il s'est relancé, lui qui nage jusqu'à 10 km par jour pour s'offrir son rêve olympique, son rêve paralympique. Il voulait être champion olympique il y a 4 ans. Eh bien, il sera champion paralympique. Chapeau. Chapeau, Charles Rozoy. Charles, félicitations, bravo. Alors, quel sentiment, quelle sensation quand même? Je sais pas, c'est un rêve qui se réalise, c'est vraiment magnifique. Ça fait des années qu'on l'attend, qu'on prépare ça. Il a fallu des années de travail, c'est que je dis, il n'y a rien à voir avec la chance, mais on est là et c'est super, c'est vraiment magnifique. Une journée de rêve, record d'Europe ce matin, là, un temps similaire avec un Russe qui est parti très vite, il a fallu tenir et revenir vite dans la deuxième longueur. C'est ça, la course, c'était pas de battre son record, c'était de gagner, et ce que j'ai cherché à faire. Ça a été très dur, c'était beaucoup plus facile ce matin, on le sait toujours, une finale c'est dur. Et je suis tellement heureux que ça soit fait. C'est des années de préparation, un retour qui a été très difficile après mon accident et tout, malgré ce que j'ai pu dire pour faire passer la pilule, c'est vraiment génial, et je remercie tous les gens qui m'ont suivi jusque là et qui m'ont aidé à arriver là où j'en suis. Il
Il y a 4 ans, c'était l'accident. En 2008, pendant Pékin, 4 ans après, c'est vous qui êtes sur la plus haute marche. C'est la plus belle des victoires. Oui, Pékin, c'est vrai que ça a été je l'ai regardé depuis mon lit d'hôpital. J'ai mis un ami vraiment cher, Alain Bernard, gagner. J'étais content et je me suis dit je vais faire comme Alexandre Popov, je vais revenir. Et voilà, ça sera pas en valide, ça sera en e-sport, mais je l'ai, cette médaille, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée de ma vie. Et voilà, je veux dire, et on connaît les bas-fonds de la vie et voilà, on peut connaître les sommets aussi. C'est magnifique. Il n'y a plus de valide, il n'y a plus de handisport, il y a une performance. C'est une nouvelle fois la natation qui offre la première médaille d'or des Jeux pour l'équipe de France. C'est fantastique, je sais pas si Sandrine Aurière qui normalement combattait juste avant moi. Je suis désolé pour elle, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, on est de la même région. Mais je suis vraiment heureux d'offrir cette première médaille. Félicitations, une première Marseillaise, profitez-en bien. Il en avait rêvé, c'est fait, Charles Rosoy, champion paralympique. Un exploit pour ce garçon de 25 ans qui pense très fort à Éric Lebourg, son premier entraîneur, et Thierry Fréville, son entraîneur à Dijon, avec tout un symbole. Cette médaille reçue des mains de Thomas Barr, le vice-président du comité international olympique, qui pourrait d'ailleurs remplacer Jacques Rogge l'an prochain à la tête du CEO. Regardez, Charles Rosoy qui avait rêvé de devenir champion olympique quand il était valide. Il y a 4 ans, sa vie a basculé, mais son ambition a été décuplée. C'est une médaille d'or qu'il remporte devant l'équipe de Chine présente. Impeccable équipe chinoise qui prend la 2e, la 3e et la 4e place. C'est la première médaille d'or pour la France. On se souvient que Camille Muffat avait offert également le premier titre à l'équipe française valide dans cette piscine qui sourit si bien aux nageurs français. Et en son honneur, en l'honneur de toute l'équipe de France paralympique, l'hymne national, la Marseillaise pour Charles Rosoy. Eh oui, le Dijonnais vous salue bien. Charles Rosoy a donné de la voix, il a surtout montré la voix à toute l'équipe de France paralympique, champion du 100 mètres papillon, et comme un symbole, il s'est imposé devant 2 Chinois, Wei et Song. La Chine qui avait dominé les derniers Jeux paralympiques, eh bien se retrouve derrière, pour une fois, derrière un nageur français. C'était pas évident parce qu'il y avait une coalition chinoise particulièrement performante. Oui, les Chinois ils sont venus en masse, ils sont là pour récupérer de la médaille après Pékin où ils étaient déjà en très grand nombre. Faut savoir que le deuxième qui était derrière moi, il a été champion paralympique plusieurs fois. Il n'était pas là pour me regarder nager. Maintenant, ça a été une course très difficile. Je me rappelle avoir souffert à la fin, mais c'est ça une course olympique. Et puis aujourd'hui, voilà, je suis récompensé. La flèche des émotions m'a touché et je peux enfin vivre ça pleinement. Alors ensuite, il y a eu une soirée évidemment non pas arrosée parce que vous m'avez dit au premier verre, à la première gorgée, j'avais déjà la tête qui tournait, donc pas arrosée du tout. En revanche, l'ambassadeur avait déroulé le tapis rouge. Regardez. Elle est belle celle-là. Elle est belle celle-là. Elle est belle. Parce que là on va à l'ambassade là, donc voilà, c'est ça, c'est le rêve olympique qui se réalise. Voilà, c'est des années de travail. Tu connais avec Sylvain et ça, 11 ans de travail, et puis voilà, ça aboutit à tout ça.
Ah oui, c'est formidable de voir ce magnifique champion qui arrive, qui ramène la première médaille, qui porte la gloire de la France. J'espère que cette première médaille d'or va en ouvrir beaucoup d'autres. On a envie une nouvelle fois de saluer le parcours du sportif, on a envie de saluer son encadrement et on a envie de montrer que dès le premier jour, cette équipe de France, elle est déjà au rendez-vous et elle est bien partie. Voilà, ce n'est sans doute que le début, Charles, puisqu'il reste encore 3 possibilités, c'est ça? Oui, il reste le 50 mètres nage libre, le 200 mètres 4 nage et le 100 mètres nage libre. Donc voilà, c'est des courses difficiles qui seront beaucoup plus dures puisqu'on préparait le 100 mètres papillon. Mais il faut y croire. De toute façon, à chaque fois qu'on est aligné en finale, on a une chance de médaille. Alors je voulais juste préciser quelque chose, que vous avez perdu l'usage d'un bras à l'issue d'un accident de moto en 2008, que vous avez réussi à vous reconstruire en moins d'une année, c'est ça? Oui, il a fallu se reconstruire très vite. De toute façon, on n'avait pas le choix. Soit on tombe dans le laisser-faire et on fait rien de notre vie, soit on choisit de rebondir. Moi, j'avais cette image d'Alexander Popov, un grand champion qui a été poignardé et qui est revenu sur le devant de la scène. Donc j'ai choisi tout de suite de rebondir et puis de recommencer à plus haut niveau. Ça a été un choix qui est arrivé très vite. En tout cas, moi je voulais juste dire un truc, il y en a un qui vous a poignardé, c'est le chauffard qui vous a renversé, qui en plus a même pas été assez courageux pour s'arrêter, on l'a jamais retrouvé, mais s'il nous regarde, lui il va se reconnaître. Pour le reste donc, les épreuves de natation aujourd'hui, Charles, il y avait David et il y avait Elodie qui rentrait en piste, Alex bien sûr était au bord du bassin. On est encore sous l'émotion de la victoire de Charles Rosoy hier sur 100 mètres papillon, mais la deuxième journée débute pour les Français avec Elodie Laurandi qui sera dans la première série du 50 mètres nage libre féminin. Elodie assurément une grosse chance de médaille. Elle est championne d'Europe en titre. La voici, Elodie qui s'entraîne à Antibes avec Alain Bernard entre autres. On lui souhaite le même succès. Elle sera dans cette première série avec à ses côtés l'Espagnole Esther Morales, une bonne nageuse européenne qui retire ici son bas de survêtement, et puis surtout l'américaine Suzanne Scott qui a nagé en 29 secondes 29 centièmes cette saison. Une première série en attendant bien sûr les deux dernières où on retrouvera principalement Sophie Pascoe qui est l'ogresse néo-zélandaise de cette catégorie S10, et puis surtout Mortimer, la Canadienne qui a battu le record du monde de la spécialité. C'était le 1er avril chez elle à Montréal. Lindo numéro 4, Elodie Laurandi, 28,88 cette saison. L'objectif, être dans les 8 meilleurs temps. Le départ, c'est bien sorti pour Elodie qui fait son travail maintenant. Le gros départ également de la Britannique Lee à gauche de votre écran, bonnet rouge. Mais maintenant la Française commence à faire son effort. Alors qu'on arrive au bouée rouge à mi-parcours, 25 mètres de parcourir. Regardez Elodie qui accélère maintenant et qui va faire la différence pour s'imposer. Oui, assurément il n'y aura pas de problème pour se qualifier pour la grande finale de ce soir. Attention chrono, Elodie Laurandi qui s'impose en décélérant un petit peu, 28,95. Eh bien, c'est à 7 centièmes de son meilleur chrono de la saison. Un chrono qui va lui permettre de rentrer dans la finale de ce soir avec des ambitions de médaille. Deuxième, Suzanne Scott, 29,28 pour l'américaine qui améliore son meilleur chrono de la saison et qui sera une adversaire de la française pour le podium. En tout cas, belle satisfaction après cette série matinale. Même si je prends le bronze, je serais contente quand même parce que le 50, voilà, il y a 4 ans à Pékin, c'était pas du tout ça. Je suis 8e et puis je savais pas nager 50 mètres, fallait le dire. Hein. Voilà, maintenant, je vais essayer de caler avec mon entraîneur ce qui manque et je pense que ce soir ça peut le faire, quoi. Avec un petit peu de niaque, même beaucoup de niaque et puis voilà, quoi. Le champion paralympique de la spécialité fait son entrée dans la deuxième série du 50 mètres nage libre. David Smetanine, 4 médailles à Pékin, 2 titres sur 100 mètres. Et sur 50 mètres précisément qu'il va disputer maintenant. Une course où il aura fort à faire avec notamment l'Ukrainien Mustafayev à ses côtés, Lindo numéro 5. Un concurrent qu'il affronte régulièrement lors des Jeux paralympiques, des championnats du monde. Mais également lors des championnats d'Europe. David Smetanine, Lindo numéro 4, précision quand même.
Le meilleur temps a été réalisé dans la première série par le jeune Gustavo Sanchez Martinez, le Mexicain, 39-48, record américain pour le jeune Mexicain. Et une première explication sans doute entre les bouées jaunes des favoris, Lingdo numéro 4 et 5, David Smetanine contre Mustafayev. La deuxième série avec pour enjeu une place en finale et le gros travail de Petracek sous l'eau à la Lingdo numéro 7 devant également Mustafayev, bonnet bleu qui vire en tête maintenant après 15 mètres de course et derrière David Smetanine qui va commencer à faire le travail alors que l'on arrive à mi-parcours. Smetanine qui remonte en deuxième position à une longueur de l'Ukrainien qui est toujours facilement en tête pour l'instant. Mustafayev qui reste 3/4 de longueur devant alors que David Smetanine, le champion paralympique en titre qui fait son effort à 5 mètres de l'arrivée pour peut-être aller toucher devant, ça va se jouer à la touche simplement sur les derniers centimètres et Mustafayev qui s'impose 38-77, meilleur chrono des séries, 38-97 pour David Smetanine. Les deux meilleurs chronos de ces séries matinales. On a devant nous les deux favoris de la finale de cet après-midi pour l'obtention du titre. Il faudra régler simplement un petit peu le départ pour David Smetanine qui a fait une bonne entrée dans cette compétition. La route est pas mal, je pense que niveau fréquence et puis sur l'accélération de 0.25 c'est pas mal. Je manque un peu d'énergie dans les derniers 5 mètres, mais je pense qu'il faut que je tire un peu plus dedans et puis je passe une inspiration un peu mieux que ça, quoi. C'est une bonne entrée dans la compète. Mais je vaux mieux que ça, je peux faire mieux. Eh oui, mieux ça veut dire remporter l'or. Ce qu'a fait hier d'ailleurs Nathalie Dutoit, la star de ces championnats paralympiques en natation. Elle dispute ici à Londres sa dernière compétition et hier, elle s'est imposée de belle manière. C'est un monument du sport paralympique mais également valide. Lingdo numéro 4 avec son maillot jaune. Nathalie Dutoit, 10 fois championne paralympique. Elle a concouru également chez les valides. Il y a 4 ans, elle était le porte-drapeau de la délégation sud-africaine. Finale du 100 mètres au papillon avec pour elle l'ambition d'aller chercher lors de sa dernière compétition ici un 11e titre paralympique. Elle est partie vite avec également la Lingdo numéro 3. Gascon, l'Espagnol, sans oublier tout en bas de votre écran, Ellie Cole, mais c'est pour l'instant Elizabeth Stone, Lingdo numéro 5, l'américaine qui fait un gros travail avec son bonnet noir. Et la surprise, c'est de voir Nathalie Dutoit derrière pour l'instant avec l'américaine, la sud-africaine et également Lingdo numéro 3, Gascon. Mais alors tout ça dans un mouchoir, moins de 1/10 d'écart entre les 3 premières, le retour. Et le gros travail maintenant de Nathalie Dutoit, la sud-africaine qui déploie ses ailes pour aller chercher un nouveau titre paralympique. Mais attention, il y a également l'Australienne en bas de votre écran. Elle est incroyable cette finale avec Nathalie Dutoit qui doit rivaliser avec à sa gauche l'américaine, à sa droite l'espagnole. On est sur des bases extrêmement rapides et Nathalie Dutoit qui va tenter de conserver son titre paralympique. Le titre sans doute pour Nathalie Dutoit. C'est fait avec un chrono moins impressionnant qu'à Pékin. Elle s'impose la victoire pour la sud-africaine. 11e titre paralympique qui s'impose devant Gascon, l'Espagnol, Stone, l'Américaine et également Cole, l'Australienne. Mais alors, de la folie pour l'Espagnol qui bat le record d'Europe, l'Américaine qui bat le record d'Amérique du Nord et le record d'Océanie et d'Australie pour Ellie Cole. La victoire finalement pour Nathalie Dutoit qui remporte un 11e titre paralympique. Il lui reste d'autres épreuves, mais on sait qu'elle dispute ici ses derniers Jeux paralympiques, ses derniers Jeux tout court. Elle qui avait fini 16e du 10 km au libre chez les valides, c'était il y a 4 ans à Pékin. Un grand symbole du handisport, mais du sport tout court pour l'Afrique du Sud et également pour la natation mondiale. Encore quelques belles chances de médaille donc grâce à la natation française. Et puis aujourd'hui, Cyril, il y a un match très important en cécifoot entre la France et le Brésil. La France, double championne d'Europe, qui rencontre le Brésil, double champion paralympique. On va tout de suite faire un point, bien sûr, avec Clément Meunier sur ce match. Mais auparavant, je vous propose de découvrir cette équipe de France de cécifoot. Oui.
Un entraînement de foot comme les autres, sauf que ces joueurs sont non-voyants. Ils font partie de l'équipe de France de Cécifoot en préparation pour les Jeux paralympiques de Londres. Avec leur bandeau sur les yeux, les joueurs se repèrent grâce à ce ballon à grelots et indiquent leur position à leurs coéquipiers en criant. C'est tout un système de repérage entre nous en fait, donc de signalement également, parce que tout passe par l'écoute et la communication sur le terrain. Martin, oui. Et pour les orienter jusqu'au goal, un guide voyant leur donne des indications derrière le but adverse. Épaule, oui. Mon rôle, c'est de leur donner de manière la plus synthétique possible, le plus de détails possible pour qu'ils puissent finir. Sur ce terrain adapté du futsal, chaque équipe est composée de 4 joueurs non-voyants et d'un gardien voyant pour un match qui dure 2 fois 25 minutes, un sport adapté à leur handicap mais qui n'en fait pas moins de vrais techniciens. Il y a la roulette, il y a tout le sombrero, il y a toute la technique du footeux. On a des frappes comme au foot à 11. C'est pour ça que c'est plaisant, quoi. C'est vraiment du foot, quoi. L'handicap, on l'enlève quand on est sur le terrain. Donc. Prendre la vitesse et pour faire passer ces schémas tactiques, l'entraîneur a lui aussi ses petits trucs. Parce que si tu restes dans cette zone-là, l'angle est fermé, tu comprends? En termes de puissance. Je leur dessine l'ensemble des circulations, des combinaisons sur la paume de la main, de manière à ce qu'ils sentent exactement ce que je demande, le positionnement qui est le leur, le positionnement des adversaires. Amuse-toi. Les choses sérieuses commenceront le 31 août pour l'équipe de France à Londres, avec son premier match contre le Brésil. On se replace, bas. Bonjour et bienvenue à tous à la Riverbank Arena pour la première rencontre de cette compétition de Cécifoot. Et quelle rencontre entre le Brésil, 2 fois champion olympique, et la France, championne d'Europe en titre. Une finale avant l'heure de ces Jeux olympiques. Alors le Cécifoot, il y a les mêmes règles que pour le foot en général, sauf que les joueurs sont un petit peu moins nombreux. 5 contre 5, qui dit Cécifoot dit des joueurs avec des déficiences visuelles. Ces joueurs, vous voyez, ne voient rien puisqu'ils ont même les yeux bandés pour vraiment être dans l'obscurité la plus totale. Ils sont simplement guidés par ce ballon à grelots et les indications de leur guide. Alors pour la France, le guide s'appelle Yannick Lecolver. Yannick Lecolvez qui est derrière les buts et qui indique un petit peu ce qu'il faut faire pour chaque joueur. Un match qui commence plutôt bien pour les Français. Les Français qui ont des grosses ambitions dans ce tournoi paralympique. Ils veulent l'or paralympique. C'est tout. Ils ne viennent que pour cet objectif. Le Cécifoot qui existe aux Jeux Olympiques depuis 2004. Il a fait son apparition à Athènes et depuis 2004. Donc les Brésiliens ont toujours eu ce titre olympique en 2004 et en 2008 à Pékin. Alors que là, c'est le capitaine de l'équipe de France, Frédéric Villeroux, qui a le ballon. Vous voyez beaucoup de contacts. Frédéric Villeroux, capitaine de cette équipe de France, qui joue à l'UNADEF Bordeaux. l'UNADEF Bordeaux a bien représenté dans cette rencontre, puisqu'ils sont 4 joueurs sur 5 de l'équipe de France à faire partie de l'UNADEF Bordeaux. Alors les 4 joueurs de champ ne voient rien du tout, alors que le gardien, lui, est voyant. C'est un petit peu la spécificité, donc double difficulté pour les joueurs pour marquer, puisque bien sûr, si le gardien voit, c'est plus facile pour arrêter les buts. Allez, c'est parti, côté gauche là pour le Brésil, et tout de suite Frédéric Villeroux, encore lui à l'attaque. Frédéric Villeroux le long de la balustrade, Frédéric Villeroux toujours lui, belle attaque, attention. Alors regardez comme il est technique Frédéric Villeroux. Allez, on repart en arrière avec David Labarre, le milieu de terrain français. Non, il n'y a pas de hors-jeu au Cécifoot. Vraiment, le jeu est libre. Voilà, le sélectionneur de l'équipe de France, Toussaint Apoué. Et il donne de la voix, le sélectionneur de l'équipe de France. Allez, 6 minutes 49. Alors, la partie de Cécifoot se divise en demi-temps de 25 minutes. Attention, grosse occasion là pour les Brésiliens avec Jefferson Goncalves. Bien arrêté de la part de Jonathan Grangier, le gardien de but de l'équipe de France. Et toujours Frédéric Villeroux le long de la balustrade. Une balustrade de 1,30 m de haut. Les joueurs
n'hésitent pas à la toucher pour prendre leur repère. Regardez cette conduite de balle de Frédéric Desroux. C'est vraiment très impressionnant. Allez, on va quitter la Riverbank Arena quelques instants. On se retrouve tout à l'heure pour la fin de cette première mi-temps très intéressante. Voilà, toujours 0-0 pour l'instant, donc entre la France et le Brésil. On fera des points réguliers tout au long de ce programme. J'ai l'impression, Cyril, que les nations émergentes, celles qui écrasaient les Paralympiques, ne sont plus aussi souveraines désormais. Effectivement, et bien que les records du monde continuent de tomber et montrent finalement la progression du paralympisme, les favoris ne sont plus autant respectés qu'à l'époque. Et bien des matchs pièges ont eu lieu là à Londres et certaines grandes nations favorites se sont fait avoir. Oui, on va voir d'ailleurs des images. C'était un match qui s'est déroulé hier en basket fauteuil, avec une équipe d'Angleterre qui arrivait quand même avec le statut de favori et qui s'est fait piéger par l'Allemagne. Exactement, l'Angleterre, championne du monde et d'Europe en titre, chez elle, avait toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout. Et dès le premier match, l'Allemagne a surpris la Grande-Bretagne. Oui, on avait vu d'ailleurs à peu près la même chose avec les Turcs qui ont battu la Dream Team, les Américains. Donc ça, c'était aussi une superbe performance. On peut l'expliquer comment, ça, cet écart qui se réduit maintenant? Eh bien, écoutez, je pense que tout le monde se prépare de la meilleure des façons. Et la différence entre les nations, entre les sportifs devient de plus en plus minime. Et finalement, c'est peut-être le mental, le contexte, quelques éléments seulement qui peuvent faire la différence quand vient l'heure du match. Ainsi, par exemple, en judo, où l'un des Anglais ultra favoris dans sa catégorie a été surpris par un magnifique Algérien, Mouloud Noura. Voilà, c'est exactement le même cas qu'en basket. Ben Kilter, un champion du monde et champion d'Europe en titre, chez lui, était promis à la médaille d'or, et quel coup de tonnerre quand il a perdu en quart de finale contre Mouloud Noura, l'Algérien. Ouais, sur un hippon absolument sublime. Toujours en judo, l'entrée en lice ce matin de Marion Kouadou, une entrée en lice un peu délicate. Marion qui a subi la loi de son adversaire et qui est battue donc par Ippon et qui devra passer par les repêchages pour espérer une médaille de bronze. Le judo qui a un peu de difficulté à entrer dans la compétition. Cyril, on a vu hier une Sandrine Martinet très courageuse mais qui n'a pas pu aller au bout de son rêve. Non, mais elle est allée au bout de son match malgré la blessure. Elle a tout donné. C'était une journée, 4 ans qui se prépare sur cette journée-là. Elle est allée au bout malgré la blessure. Et quelle image, en tout cas, on retiendra l'émotion de Sandrine Martinet. Ouais, son courage, parce que la blessure, c'est pas rien. C'est une fracture de la malléole. Regardez. C'est une demi-finale du tournoi paralympique de judo que s'apprête à disputer Sandrine Aurière-Martinet, vice-championne paralympique à Pékin et à Athènes. Elle a ses petits secrets d'avant-combat. Le petit truc, c'est ça. C'est la photo de son fils dans la poche. Elle est ici, elle sait qu'elle est là, elle la touche à n'importe quel moment, elle la prend pour regarder, c'est son petit secret, mais ça vaut le coup. Il s'appelle Loïc et c'est son petit bonhomme. Et voilà, c'est grâce à lui, elle fera tout aujourd'hui pour lui. C'est une demi-finale paralympique dans un Excel bien rempli que dispute la Française face à la Chinoise Wang Lijing, deux championnes déficientes visuelles. La Française qui possède un petit avantage au milieu du match avec un avertissement qui a été donné à la Chinoise il y a un petit instant de cela. Sandrine Aurière-Martinet qui a éliminé l'Ukrainienne Kolaïchik en quart de finale. Mais là, eh bien, c'est un adversaire redoutable avec cette Chinoise Wang Lijing. Avec les entraîneurs qui sont toujours là pour donner les petits conseils. On se consulte et attention à la Chinoise qui pourrait hériter d'un deuxième carton jaune et ainsi donner un point à la Française. C'est tendu à l'Excel. Et voilà, avantage là pour Sandrine Aurière-Martinet face à la Chinoise Wang Lijing, catégorie de moins de 52 kilos, mais c'est difficile parce que cette Chinoise a de la qualité. On a bien attrapé l'épaule de la Française, elle travaille au niveau des pieds. Wang Lijing qui est bien accrochée là au kimono de la Française. Sandrine qui a tenté un balayage et qui s'est fait prendre en contre. Elle est immobilisée maintenant. Et oui, si ça continue, c'est un Wazahari pour
la chinoise. On va relever les deux concurrentes. On va revoir ça au ralenti. Voilà, elle se fait contrer. Ah, ouh, le pied qui est resté, elle a souffert, elle s'est blessée. Elle s'est blessée, Sandrine Aurière-Martinet, sur cet affrontement. Ah, la cheville gauche de la Française là, qui a souffert. Et sans appui en judo, c'est bien compliqué. Sandrine Aurière-Martinet, championne du monde en 2006, je vous le disais, vice-championne olympique. C'était à Athènes, vice-championne olympique, c'était à Pékin. Ah, elle n'a plus d'appui, elle n'a plus d'appui. Ah, le match qui va sans doute basculer là. Parce que Sandrine Aurière-Martinet ne peut pas défendre ses chances comme elle le souhaiterait. Très handicapée avec voilà, un appui gauche qui ne répond plus. Et oui, elle va chercher à balayer la chinoise qui essaie de passer dessous. Et la chinoise qui évidemment maintenant est transcendée par les difficultés de son adversaire. Encore 1 minute 10 de combat dans cette demi-finale. Mais cette demi-finale est bien mal débutée là par Sandrine Aurière-Martinet avec une cheville gauche blessée. Et Antonaïs a beau encourager, rien n'y fait. Vous voyez, elle n'a plus d'appui, la Française. Ah, c'est un tout autre scénario qu'elle avait imaginé, Sandrine, face à Wang Lijing. Voilà, tout le monde est en place. Et maintenant, la Française qui essaie de faire l'effort, mais vous voyez, avec cette jambe gauche là qui n'est pas un bon appui pour le corps, elle souffre. La Française dans cette Excel à nouveau bien remplie. Elle essaie d'attaquer, mais c'est compliqué. 52 secondes à faire. Et la chinoise qui, pour l'instant domine légèrement cette deuxième partie de combat. Un combat légèrement inégal. Regardez, elle n'arrive quasiment plus à se relever. Elle boite bas, difficile dans ces conditions. Cette jeune kinésithérapeute de défendre ses chances olympiques. Elle aura 30 ans au mois de novembre, Sandrine Aurière-Martinet. Et Wang Lijing qui... et voilà, ça y est, elle est partie au sol. On va la retourner. Elle peut pas défendre ses chances là, Sandrine. Et là, c'est un avantage sans doute définitif pour la chinoise qui n'arrive pas pour l'instant encore à faire la différence complètement. Mais là, ça devient mission impossible pour une très courageuse Sandrine Aurière-Martinet, avec un pied gauche que vous avez aperçu, qui ne porte plus le corps de la Française. 31 secondes encore à faire. Et avantage pour Wang Lijing. Et ouais, la Française qui ne peut absolument plus développer son judo. Elle souffre dans cette demi-finale paralympique. La blessure qui fait partie de la vie des sportifs. Mais là, évidemment, ce sont des images que l'on n'aimerait pas voir. On aimerait voir deux championnes susceptibles de défendre leur chance avec toute leur force. Ce n'est pas le cas pour Sandrine. Regardez, en souffrance, la Française. En souffrance. Elle s'est entraînée pendant 4 ans. Elle a une cheville qui l'a trahi. Avantage dans ce combat pour Wang Lijing.
les 20 dernières secondes de ce combat. Et Sandrine qui va sans doute laisser ses chances paralympiques. Elle attaque encore parce qu'elle sait qu'il faut qu'elle marque des points avant la fin. Mais elle est contrée par cette chinoise. Voilà, c'est terminé. Les larmes de Sandrine Aurière-Martinet, blessée. Elle abandonne toutes ses chances de devenir championne paralympique à Londres. Voilà les 2 dernières secondes de ce combat. Voilà, les 2 jeunes filles déficientes visuelles qu'on aide à s'accrocher. Voilà, c'est fini. Le parcours olympique de Sandrine Aurière-Martinet s'arrête en demi-finale face à la chinoise Wang Lijing. Énorme déception pour la française, blessée à la cheville. Victoire par contest Wazahari pour la chinoise Wang Lijing. Il disputera donc la finale. Voilà, c'est fini évidemment. Beaucoup de respect entre les championnes. Wang Lijing qui regarde la française s'éloigner. La française qui ne pourra pas disputer ses chances. On revoit les ralentis et les pleurs de Sandrine. Sandrine qui ne pourra même pas disputer ses chances au repêchage pour une éventuelle médaille de bronze. Blessée à la cheville, elle a tout perdu dans ce combat face à Wang Lijing. La française qui s'en va, c'en est fini de ses chances olympiques. La première photo, on la voit arriver avec son coach, comme des guerriers tous les deux, juste avant le combat. Sur la deuxième image, c'est le moment où elle se casse la cheville. Et moi, je suis avec mon téléobjectif, j'ai son visage de très près, elle se relève et elle pleure devant son coach, elle hurle en disant « je peux plus ». Et son coach lui hurle « continue tout de suite, retourne-y ». Moi, je commençais à pleurer aussi pendant que je faisais les photos. Je crois que ça m'est pas arrivé souvent. Et sur la dernière image, on la voit dans les bras de son coach, qui l'évacue, il la porte pour sortir. Elle est passée juste devant moi à ce moment-là. Direction l'Excel maintenant pour les hommes forts de ce tournoi paralympique, de ces Jeux paralympiques. Et parmi ces hommes forts, catégorie de moins de 48 kilos, il y a le Français Patrick Ardon, né en Martinique à Fort-de-France. Il s'entraîne à Sarcelles. Patrick Ardon qui a bien préparé ce rendez-vous paralympique. C'est un développé couché, il n'y a pas d'épaule jetée évidemment. Les concurrents sont allongés. Et au-dessus d'eux, il y a des poids qui représentent parfois 7 fois leur poids de corps. C'est exceptionnel. 136 kilos pour Patrick Ardon. Il faut baisser et relever les poids. 136 kilos. Et c'est bon pour le Français qui réussit son premier développé couché. Un peu de récupération. Les jambes qui sont sanglées. Et Patrick Ardon qui entre bien dans son tournoi paralympique avec une première barre de 136 kilos qu'il a réussi à dominer. Ouais, toute la hargne et toute la volonté exprimée sur le visage de Patrick Ardon. Il y a du monde pour ces Paralympiques. Du monde pour voir Patrick Ardon cette fois avec une barre de 141 kilos. 5 kilos supplémentaires pour ce garçon qui pèse seulement 47 kilos. Pour 1m65, les repères importants, essentiels. Bien se sentir sous la barre. Les épaules bien calées. Allez, la barre, 141 kilos. Qu'il relève. Ouais, belle performance de Patrick Ardon avec une barre à 141 kilos relevée pour le Français. Voyez sa joie. Bien fait de la part de Patrick Ardon, 141 kilos.
Une belle performance pour ce Français d'origine martiniquaise. Et une troisième barre pour Patrick Ardon. Cette fois, il peut battre son record personnel, 146 kilos. Patrick Ardon, beaucoup d'applications. 146 kilos pour lui, hein, presque 100 kilos au-delà de son poids de corps. Il pèse 47 kilos. La barre est sur lui, sur les pectoraux, ça remonte et c'est bon! C'est bon, eh bien il peut être content là, Patrick Ardon. Est-ce que c'est validé? Oui, c'est validé. Ah, ça c'est... On s'entraîne toute l'année pour ce type de performance. Le public de l'Excel qui ne s'y trompe pas. 6e de ce tournoi paralympique, Patrick Ardon, parce que pour gagner, il fallait s'appeler Yakubu Adesokan avec une barre de 180 kilos. C'est simplement le record du monde qu'il tente, record du monde paralympique. Yakubu Adesokan avec une barre à 180 kilos qui remonte. C'est fait. Nouveau record paralympique et titre paralympique pour le Nigérian Adesokan. Une performance exceptionnelle pour le Nigérian, l'homme le plus fort du monde dans les moins de 48 kilos. Du côté des champions paralympiques, l'Excel ne s'y est pas trompé. Bravo, monsieur Adesokan. Allez, de retour à la Riverbank Arena pour la fin de cette première mi-temps de cécifoot entre la France, championne d'Europe en titre, et le Brésil, double champion olympique. Et côté droit, allez, avec la star du Brésil, Ricardo Alves, 23 ans seulement, et quel talent! Aucun changement pour l'instant de la part des deux équipes, on a gardé les titulaires. Une partie de cécifoot, on vous le rappelle, à 5 contre 5. 4 joueurs de champ, déficients visuels et un gardien voyant. Le voici pour l'équipe de France, Jonathan Grangier. Là, alors qu'on le voit Toussaint Apoué, c'est sectionneur de l'équipe de France. Il donne de la voix. Regardez, il y a tout de même de gros contacts en cécifoot. Et important pour les deux équipes de remporter cette première rencontre de poule pour bien partir dans ce tournoi. On sait, le Brésil et la France, ce sont les deux équipes qui prétendent au titre. Et Jefferson Goncalves, alors ça ne donnera rien. Et Jonathan Grangier de Bordeaux, de l'UNADEF Bordeaux, là, qui va pouvoir relancer les siens. Ils sont 4 bien positionnés sur le terrain, les Français, avec le capitaine aussi, Frédéric Villeroux, le numéro 10. On repart derrière. Toujours avec David Labarre, le milieu de terrain français. Frédéric Villeroux qui a essayé de chercher là à côté. Martin Baron, il ne l'a pas trouvé. Pour se localiser sur ces terrains bleus de l'Arena de Londres. Bien sûr, le ballon est composé de clochettes, de grelots qui indiquent les indications pour les joueurs pour pouvoir visualiser où est le ballon. C'est vraiment très technique. Allez, il reste quelques instants dans cette fin de première mi-temps. Encore 3 secondes à jouer. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps entre la France et le Brésil, 0-0. Une belle mi-temps de la part des Français. Frédéric Villeroux à leur tête, le capitaine. Le public apprécie. Quel spectacle en tout cas. Oui, il y a Frédéric Villeroux qui reprend ses esprits. 25 minutes dans cette première mi-temps. Et pour l'instant, c'est bien 0-0 pour la France. De toute façon, on se retrouvera un petit peu plus tard dans ce match pour vivre la deuxième mi-temps. Il va y avoir du spectacle à la Riverbank Arena. On se retrouve tout à l'heure. Et puis ces Paralympiques, c'est le retour du sport adapté dans la compétition. Le sport adapté qui avait été écarté après une tricherie des Espagnols en basket aux Jeux Olympiques de Sydney. Cette fois, ça y est, ils sont revenus à l'image de Pascal Pereira Léal, le français, le pongiste français, l'un des 3 Français engagés dans cette compétition. Reportage. Musculation, abdominaux et étirements. Alicia Mandin, 23 ans, ne ménage pas ses efforts.
Aux Jeux paralympiques, son objectif, participer à la finale du 100 mètres brasse dans la catégorie des handicapés mentaux. Alicia n'a pas toujours été déficiente intellectuelle, mais après des crises d'épilepsie à répétition, elle a aujourd'hui un QI inférieur à 70. Cela n'a rien changé à sa passion pour la natation. Un univers où on est au calme, on est vraiment dans sa bulle, quoi. Et on peut se concentrer sur tout ce que les entraîneurs nous demandent et essayer de faire tout à la fois, même si moi je n'y arrive pas, parce que il y a un certain moment que j'ai trop de choses qu'on me demande, je suis perdue. Le handicap d'Alicia nécessite des entraînements adaptés. Une 33. Pour qu'elle progresse, son entraîneur lui donne des consignes simples et imagées. Il faut que je comprenne la logique de l'athlète, qui est une logique qui est justement à part de la norme, puisqu'il est déficient. Londres marque le grand retour des handicapés mentaux, absents des Jeux paralympiques depuis Sydney en 2000. Pascal Pereira-Leal compte décrocher la médaille d'or en tennis de table. À 29 ans, il est numéro 1 mondial, malgré des bouffées hallucinogènes aujourd'hui canalisées. J'avais pas eu beaucoup de repères, je tombais très malade. Et j'ai dû avoir le bon traitement pour m'en sortir. Et grâce au sport, au tennis de table notamment, j'ai pu me construire autour du tennis de table une vie sociale. Pascal s'entraîne avec des athlètes valides. Jeudi, pour son entrée en compétition, tout son club sera derrière lui. Et c'est vrai que jouer avec quelqu'un qui va aux Paralympiques, qui a des chances de médaille, c'est quelque chose de très... On en est très très fiers. À Londres, Pascal pourra compter sur le soutien de sa petite amie. Mais les 4200 athlètes présents aux Jeux, il veut prouver que les déficients intellectuels ont leur place sur les podiums. Moi, de toute façon, il faut que je me concentre. Le début de la deuxième mi-temps entre le Brésil et la France dans cette première rencontre de ces 6 foot, de ces Jeux paralympiques. On a vécu une belle première mi-temps avec les Français qui ont résisté aux Brésiliens, double champion olympique en titre, double champion paralympique, puisque nous sommes dans une épreuve de ces 6 foot, donc les joueurs ont des déficiences visuelles, alors que là, Ramon Pereira de Souza, le sélectionneur brésilien, se prend la tête entre les mains et ne trouve pas la solution pour ces joueurs. Vous voyez, les joueurs qui cèdent de la balustrade, mais forcément, il y a des chocs. Allez, on se replace de la part de l'équipe. 4 joueurs de champ, le sélectionneur ici de la France, Toussaint Apoué, qui donne des indications, qui donne de la voix à ces joueurs. Vous entendez beaucoup de bruit sur le terrain, alors que, on vous le dit, dans les tribunes, il n'y a aucun bruit, c'est vraiment le silence dans les tribunes. Les joueurs qui essayent de se diriger le mieux possible avec des cris, les indications de leur guide, Yannick Le Colvez. Et Gabriel Da Silva qui laisse filer. On voit Fabio Luis Ribeiro, le gardien voyant, lui, de cette équipe brésilienne. C'était bien couché là, David Labarre. Attention, l'occasion là pour les Brésiliens. Ce fut chaud avec Jefferson Gonçalves qui était tout près de trouver la faille. Mais non, allez, les Français de nouveau, côté gauche. Là c'est Martin Baron, le joueur de Saint-Mandé. Martin Baron, c'est l'autre attaquant de cette équipe de France. Ils sont 2 attaquants, Frédéric Villeroux de Bordeaux, Martin Baron de Saint-Mandé. Et comme en foot, voilà, on entend les grelots, voilà, comme ça tout le monde sait où est le ballon. Finalement, on va faire une petite technique là, côté français. Une petite combinaison entre Martin Baron et Frédéric Villeroux, les 2 attaquants. Et Frédéric Villeroux, le long de la balustrade, il reprend le centre. Ah, il s'est fait chipper le ballon là, Frédéric Villeroux. Et les Brésiliens, non, qui vont pas en profiter puisque monsieur l'arbitre a sifflé. Ah, une petite faute là sur Frédéric Villeroux, c'est vraiment le joueur français le plus en vue. L'attaquant de l'UNAF. Et vous voyez la faute de l'attaquant du défenseur brésilien Cassio Lopes. 23 ans, le défenseur brésilien. Il boite un petit peu, on espère que ça va aller beaucoup mieux là pour Frédéric Villeroux, qui était impérial depuis le début de cette rencontre. Un beau début de deuxième période de la part des Français. Vraiment le duo d'attaquants, Martin Baron. Frédéric Villeroux n'a pas encore trouvé la faille, mais ça ne serait tardé. On va voir tout ça un petit peu plus tard avec la fin de deuxième mi-temps. Ce sera tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Laurent
Thirionnais au départ de la poursuite, opposé Laurent au Colombien Galvis Becerra. C'est l'avant-dernière série de cette poursuite masculine. Un moment très important pour Laurent Thirionnais qui va essayer de battre le meilleur temps réalisé jusqu'à présent. 3,57-369 pour l'Espagnol Maurice Thio Eckart qui pour l'instant donc tient la corde dans ses épreuves de poursuite individuelle. Laurent donc qui est bien parti pour l'instant et qui a pris en tout cas un léger avantage sur Alvaro Galvis Becerra, le Colombien. Il y a dans cette compétition de poursuite individuelle 6 séries. Là nous sommes dans la 4e, il en restera encore 2 derrière, donc 6 séries et les 2 meilleurs temps globaux disputeront la finale pour la médaille d'or et la médaille d'argent. Il faut donc absolument pas temporiser, tout de suite être dans le bon timing. C'est ce que fait pour l'instant Laurent Thirionnais qui semble-t-il va passer devant. Voilà, une 0,2 935 contre une 0,3 207, léger avantage donc pour Laurent Thirionnais. Alors qu'on va bientôt aborder le premier kilomètre. Laurent qui a quand même quelques références intéressantes, notamment une médaille d'or aux Paralympiques de Pékin sur le contre-la-montre et qui donc sait parfaitement gérer son effort. Mais attention au Colombien Galvis Becerra qui est un client et qui est repassé devant, après le premier kilomètre. Becerra qui a quand même, je vous le disais, quelques références. Il était devenu en 2008 le premier Colombien à apporter une médaille aux Paralympiques à son pays. Et surtout, il avait remporté les championnats du monde sur route en 2011. C'est un cycliste extrêmement complet qui a malheureusement perdu une jambe, vous le voyez, lorsqu'il a contracté un cancer. Mais vous voyez qu'il en est revenu de ce cancer et qu'aujourd'hui, il est redoutable, Galvis Becerra, qui est toujours devant. Pas de beaucoup, mais toujours devant Laurent Thirionnais qui va devoir maintenant vraiment faire l'effort, le Français, parce qu'il faut absolument qu'il gagne sa série. Et il passe devant maintenant pour 4 millièmes de seconde. 4 millièmes de seconde, c'est-à-dire rien du tout. La bagarre va être féroce jusqu'au bout entre Thirionnais et Galvis Becerra, pour avoir le droit peut-être de disputer la médaille d'or tout à l'heure. Laurent Thirionnais qui a repris un peu ses aises. Maintenant, il semble prendre la mesure de son adversaire. On l'a vu tout à l'heure jeter un petit coup d'œil pour voir où se trouvait Galvis Becerra, le Colombien qui peut-être est parti un peu fort. Et regardez, là, il est en retard maintenant. Il est en retard. Plus d'une demi-seconde de retard pour Galvis Becerra, qui a compris maintenant, le Colombien, qu'il fallait tout mettre pour essayer de revenir au contact de Laurent Thirionnais. Mais le Français, alors qu'il reste 500 mètres à parcourir, le Français semble avoir pris la mesure maintenant du Colombien. Plus d'une seconde d'avance. Il ne faut plus penser maintenant au Colombien Galvis Becerra, Laurent, mais il faut tout donner, car c'est évidemment le chrono final qui va faire la différence, je vous l'ai dit. S'il veut disputer l'or tout à l'heure, il faudra impérativement qu'il soit dans les deux. Et il va tout donner dans le dernier tour. La victoire est acquise, mais au-delà de la victoire, c'est peut-être la médaille d'or qu'il va aller chercher tout à l'heure. On va se souvenir du chrono de Laurent Thirionnais qui sera forcément le nouveau chrono de référence. Top pour Laurent en 3,52,955. Super chrono à plus de 46 km/h. Le tout sur une jambe. Respect, Laurent Thirionnais. Toujours 0-0 entre le Brésil et la France dans ce premier tour du tournoi de Cécifoot, ce tournoi paralympique à Londres. 0-0, il ne reste plus que 2 minutes à jouer là entre les Français champions d'Europe en titre et les Brésiliens double champions paralympiques. Allez, faut tout donner les Français, faut essayer d'aller chercher la gagne, mais attention, un but brésilien qui pourrait anéantir les espoirs français pour, bon, pas pour la suite de la compétition, mais tout de même, ce serait dommage de se prendre le but. En tout cas, tout est ouvert, on l'a vu, beaucoup d'opportunités de la part des deux équipes. Il n'y a pas eu de but dans cette partie, mais beaucoup d'occasions.
et du beau jeu en tout cas. Si vous le découvrez, le Cécifoot, c'est vraiment très spectaculaire. Vous le voyez avec les balustrades, les joueurs déficients visuels qui essayent de se guider avec ce ballon avec des grelots à l'intérieur. Il y a des gestes techniques, hein, des petits ponts, des roulettes. Les joueurs se font plaisir en tout cas sur le terrain. Il reste 1 minute à jouer. En tout cas, c'est une bonne opération, hein, pour les Français. Il ne faut surtout pas qu'ils perdent cette rencontre. On le sait, leur début de compétition est difficile. Ils affrontent aujourd'hui le Brésil. Et dimanche, ils seront opposés, et ce ne sera pas facile, à la Chine, l'autre très grande puissance. En Cécifoot, il y a vraiment 3 grosses équipes en Cécifoot et elles se retrouvent dans ce même groupe, hein. Ce groupe B, le Brésil, la France et la Chine. Le titre olympique va se jouer entre ces 3 pays. Allez, encore 1 minute à jouer. Et Jonathan Grangier qui relance les siens. Pourquoi pas pour aller chercher la gagne avec Frédéric Villeroux aux avant-postes. Alors notez que les Français n'ont effectué aucun changement durant cette partie. On est resté avec le 5 titulaire lors de ces 49 minutes et 13 secondes. Allez, Toussaint Pouet, le sélectionneur de l'équipe de France qui essaye, qui veut y croire. Pourquoi pas la victoire. Un corner. On va jouer là-bas avec la combinaison entre les 2 attaquants. Martin Baron, Frédéric Villeroux. Et Toussaint Pouet qui avait dit ne t'arrête pas. Mais ce n'est pas si facile pour les Français et pour tous les joueurs. Il y a la fatigue en plus. Il reste 30 secondes dans cette partie. Surtout ne pas perdre le ballon. Abderrahim Mayal qui essaye de conserver sur son côté gauche la balle. Allez, toujours le ballon avec Frédéric Villeroux, omniprésent dans cette partie. Elle a été bousculée, Frédéric Villeroux, là par Gabriel Da Silva. Monsieur l'arbitre laisse la partie se dérouler. Il reste encore 10 secondes pour les Français. David Labarre pour essayer de récupérer le ballon. David Labarre, la côté droit. Ah non, c'est les Brésiliens qui conservent le ballon bien au chaud. Et c'est fini. 50 minutes. Voilà, 0-0 entre le Brésil et la France. Ce n'est pas une mauvaise opération, hein, pour les Français qui conservent toutes leurs chances, hein, pour la suite de cette compétition. Ils ont tenu en échec les doubles champions olympiques en titre. Et ça, c'est beau de la part des Français qui affronteront donc la Chine pour le prochain match. Ce sera dimanche. On vous fera vivre tout ça. Allez, à très vite pour une nouvelle partie de Cécifoot. Tout le monde s'attend à ce que le Brésil batte de manière importante la France. Non, je pense qu'aujourd'hui l'équipe de France a travaillé depuis plusieurs années et au niveau mondial, je pense que sur les équipes de tête, et vous qui avez assisté au match, on avait largement de la place pour gagner le Brésil. Mais je pense que c'est que partie remise. On leur donne rendez-vous en finale et on essaiera de rattraper tout ça. Et puis Cyril, donc ce matin, le début des épreuves d'athlétisme, qui est quand même le sport roi. Hein. Ça y est, c'est le cas pour les valides et chez nous aussi. Grand sport qui pourvoit énormément de médailles. Voilà, donc ce soir, ce sera la finale de Jean-Baptiste Allaise à la longueur, mais pour une mise en bouche en quelque sorte, c'était les sprinters qui étaient de sortie ce matin. Avec la première série du 200 mètres masculin, où on retrouvera Marcel Oussimoli de Vanuatu à l'extérieur, et puis juste derrière lui, vous l'avez vu, Roman Kapranov, le Russe qui sera surveillé dans cette première demi-finale. Les 3 premiers de chaque demi-finale, plus les 2 meilleurs temps, entrent en finale. Le record du monde est détenu par le Sud-Africain Fanny van der Merwe en 23 secondes. Et 10 centièmes. Voilà, c'est parti pour cette première demi avec un départ stratosphérique, vous l'avez vu, du Russe Kapranov avec le Chinois Chang, maillot rouge maintenant, qui fait son effort à l'entrée de la dernière ligne droite. Chang pour l'instant qui maîtrise cette course. Kapranov qui essaye de revenir à hauteur. Ça va être un mano à mano. Le Chinois s'est retourné, il est un peu en bout de course et c'est Kapranov qui sur la ligne va s'imposer en 23-24. Excellent temps pour le Russe, très près du record du monde. Chang deuxième en 23-33, également qualifié. Qualification également du Vénézuélien Monterola en 23-64. On voit, regardez, le Chinois qui s'est retourné pour voir s'il était qualifié. Et Kapranov qui en profite pour le coiffer
sur la ligne, mais ce sera de toute façon très très chaud pour la finale. La deuxième demi maintenant, avec le recordman du monde, vous le voyez à l'extérieur, Fanny van der Merwe, qui en principe donc est le favori de cette course au couloir numéro 7. Mais attention, les Chinois, on l'a vu, ont présenté une équipe très jeune mais très homogène, avec de réels talents. Et on va suivre Yongbing Liang, également maillot rouge, qui est parti très vite et qui va certainement poser des problèmes à Fanny van der Merwe, qui pour l'instant contrôle le Sud-Africain en sortie de virage, et le Chinois Liang qui fait son effort maintenant et qui revient sur le Sud-Africain. Et là c'est bon, van der Merwe qui va sans problème s'imposer. Oh non, sur la ligne il est passé par Liang, mais il maîtrise, il a relâché complètement van der Merwe en 23,83. Pas de souci pour le recordman du monde qui est battu par le Chinois Liang 23,78, mais van der Merwe manifestement en a gardé un peu sous les chaussures. Je pense qu'il n'y aura pas de problème l'occasion de la finale, mais il faudra quand même se méfier des deux Chinois qui ont été très performants. Place aux dames maintenant avec la première demi-finale du 200 mètres. Et en vedette certainement la Russe Nicole Rodomakina. Record du monde à 24,46 pour la Cubaine Castillo. Mais dans cette course, donc la Russe au couloir numéro 4 à surveiller avec la Chinoise Wang qui va partir juste derrière elle et qui sera au couloir numéro 3. Il y a également la Polonaise Picard qui elle sera complètement à l'extérieur au couloir numéro 7. Bien parti d'ailleurs la Polonaise Picard. La Russe avec ses manches rouges qui pour l'instant domine, avec la Chinoise Wang juste derrière elle. Rodomakina qui doit prendre l'une des 3 premières places, il n'y aura pas de problème pour aller en finale. La Chinoise Wang en deuxième position, et pour la 3e place donc Katarina Picard, la Polonaise 26-21, assez loin du record du monde de Castillo 24-46, mais qualification quand même pour Nicole Rodomakina, pour Wang et pour Picard. À noter que la Britannique Sally Brown devra passer éventuellement par un repêchage au temps. Voilà, belle allure, belle attitude de Rodomakina. Et dans la deuxième demi, on va trouver au couloir numéro 6 la recordwoman du monde, Yunidis Castillo, la cubaine, amputée, vous le voyez, d'un membre supérieur. Il y aura également à suivre, complètement à l'extérieur, Arune Liebenberg, la sud-africaine, qui va partir en aveugle dans cette course avec un... Oh, quel départ de Castillo qui a déjà repris 2 décalages. Castillo dans le virage qui fait son effort, et elle est vraiment seule au monde, Castillo. Là, c'est vraiment très impressionnant ce que fait Yunidis Castillo, qui est en train de marquer de son empreinte ce 200 mètres. Elle n'a aucune rivale sur la distance. Et regardez le chrono avec un vent nul. 24,82, assez près de son record du monde. Cherchez pas plus loin. La médaille d'or du 200, vous l'avez, Yunidis Castillo. Et quant à Jean-Baptiste Alès, il défendra nos chances tout à l'heure au saut en longueur. Portrait. Une recherche d'équilibre. Un travail de fond où chaque geste compte. Jean-Baptiste Alès s'entraîne, étudie et vit à l'INSEP, où il prépare ses premiers Jeux paralympiques, en compagnie d'Arnaud Assoumani et de leur entraîneur, Salah Guedi. Pointilleux, le sprinter et sauteur longueur ne néglige aucun détail. Je pense qu'il faut mettre un gros poids là. Vraiment, si tu mets un gros poids là, le bout, je ne sentirais pas. Non, mais tu le mets au même endroit. Entre l'homme et sa prothèse, il existe une vraie relation. C'est des performances, et il faut que la technologie suive aussi. Donc c'est très mécanique. On a besoin de réparer souvent, changer les choses. C'est l'homme et la machine en fait. Voilà, c'est l'homme et la machine. C'est ça. Jean-Baptiste, 21 ans aujourd'hui, est né au Burundi en 1991. Il connaît très vite l'horreur et les conflits ethniques entre Tutsi et Hutu. Un destin hors norme. Ma mère, en fait, elle a été tuée pendant la guerre juste à côté de moi. Ouais. Ils ont fait exprès de la tuer devant moi pour me donner la haine, quoi, pour me dégoûter, quoi. Voilà, en fait, ils m'ont laissé la jambe, j'ai pris plusieurs coups sur le bras, derrière la tête, dans le dos. Et j'avais 3 ans pour tout ça, donc c'est vrai que
Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Et donc j'ai compris que la vie continuait. Après ce que j'ai reçu comme coup, j'étais quand même quelqu'un de solide. Il connaît alors l'orphelinat durant 5 ans, avant d'être adopté et de vivre à Montélimar, avec sa famille d'accueil. Quand je suis arrivé, je parlais pas du tout français, donc je comprenais pas tout ce qui m'arrivait. En plus, chez nous, on dit que les blancs ils mangeaient les noirs, comme vous dites que les noirs mangeaient les blancs. Chez nous, on dit que les blancs ils mangeaient les noirs. Quand je suis arrivé dans un village où j'étais le seul noir, c'était dur. Après, j'ai vu que j'étais très très bien accueilli. J'ai eu de la chance de tomber dans une très très bonne famille. Auprès de sa mère Danielle, de son père Robert et de son frère Julien, Jean-Baptiste, malgré son handicap, s'essaye à tous les sports. Vélo, snowboard, art du cirque, équitation, avant de s'orienter vers l'athlétisme, son exutoire. Par rapport à tout ce que j'ai eu, j'ai vraiment pas fait de thérapie, pas fait de psychologue, j'ai rien fait tout ça. Et l'athlétisme, c'est ce qui m'a permis de grandir. Pour moi, c'était ma thérapie en fait. Médaillé des derniers championnats du monde moins de 23 ans sur 100 et 200 mètres, quadruple champion du monde à la longueur, Jean-Baptiste s'apprête à vivre ses premiers JO avec l'espoir d'aller toujours plus loin. Pour que le gamin qu'il était soit fier du grand sportif qu'il est devenu. Là, j'avais 6 ans, je savais pas ce qui était fait de mon avenir, donc maintenant je sais que je suis devenu un sportif de haut niveau, alors qu'à cet âge-là, je savais pas ce que j'allais devenir. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il voit que je suis fier maintenant de ce que j'ai réalisé. Il me regarde et il dit t'as grandi bien. Voilà, on suivra donc attentivement les finales en fin de soirée. Donc natation, on sera tous supporters de David et d'Elodie, de Laurent en poursuite individuelle, Laurent Thirionnet qui jouera la médaille de bronze. Et puis bien sûr, on suivra nos basketteuses opposées à la Chine en basket fauteuil. Tout cela, vous l'aurez dans le résumé complet préparé par Alex Voyon et Laurent Belay en fin de soirée sur France 3. Et moi, bien sûr, je compte sur vous pour notre résumé demain sur France 2. Bye bye.